Elle appelait son carnet secret son enfer. Elle écrivait des phrases bizarres telles que « J'ai du poison dans le sang. Je ferai tout ce qui est défendu. » Je m'entête affreusement à vénérer la liberté libre. Je me promène un hareng sous ma jupe. Je suis nauséabonde. J'ai dans la bouche un arrière-goût de cendre. Je veux faire naufrage. Quelle vie! En croyant qu'elle explorait, elle était condamnée à revenir sur ses pas. Mais elle était envahie par l'émotion lorsqu'elle se rappelait la condamnation à mort de son père, son arrestation. Il était, pensait-elle, de la race qui chante dans les supplices. Dans ses cauchemars éveillés, elle l'imaginait insoumis, rebelle, la tête écrasée par l'intolérance et le conformisme. Elle croyait que son ami Isambard pourrait la seconder pour voler le feu. Mais dans sa voiture, elle sentait un immense dérèglement de tous ses sens. Elle voulait épuiser en elle tous les poisons pour n'en garder que la quintessence. Parfois, lorsqu'elle se laissait mener, elle croyait se voir marcher et que ces 2 mois s'observaient avec surprise. Quand Isambard la conduisait au foyer calciné, elle lui proposait de lire des poèmes. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère, je l'ai injuriée. Elle-même se répétait d'autres vers. Des rages, des débauches, de la folie. Je sais tous les élans et les désastres. J'attends Dieu avec gourmandise. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. De son père, elle parvenait seulement à se rappeler les mains sur ses pieds enterrés dans le sable de la plage. Il était son héros. Il était le rebelle intraitable sur qui se referme toujours le bagne. Elle imaginait sans cesse son exécution, à laquelle elle n'avait pas assisté. Elle cherchait partout un témoin, une personne qui l'aurait sacrée par sa présence. Mais personne ne reconnaissait sa photo. En compagnie d'Abélard, elle descendait avec nonchalance dans les bas-fonds de l'esprit, là où il n'est plus question que la nuit tombe. Abélard lui lançait des défis cocasses ou incompréhensibles, comme cherche un tuberculeux, ce sont les vrais artistes. They are the only true artists. Ou bien, tu peux tuer ton ami philosophe comme un poisson. Phyllis, son ami philosophe, l'avait vite dégoûté. Il comprenait les lois, avait de la morale, n'était pas une brute. Il avait les yeux fermés à la lumière. Le premier de tous, envoûté par elle, il se laissait faire, masser, maquiller, hypnotiser. Son pouvoir d'incantation était si intense que, comme ensorcelée, les gens qu'elle rencontrait lui permettaient de peinturlurer leur propre visage. Elle établissait avec eux des rapports singuliers et troublants. Ils se sentaient comme le cœur d'une fleur sans cœur. Phyllis n'était pas digne de vivre, croyait-elle. Son âme n'était pas habitée par un esprit d'aventure au-delà de toutes les aventures. Elle avait décidé de l'empaler avec son couteau et de l'étriper comme une carpe. Après le meurtre, elle eut une vision incompréhensible.
Son enfance déformée émergeait et l'enlaçait avec une mystérieuse obstination. Avait-elle nargué le policier fouineur avec son lapin en peluche? En vérité, elle ne fuyait pas pour échapper aux policiers, mais peut-être pour se réfugier en un lieu aussi secret que la poésie. Elle marchait en arrière, tandis que tous allaient de l'avant, peut-être parce qu'elle voulait accéder à un temps pur pour s'immerger dans les eaux originelles de l'existence. Elle allait en arrière, croyant tenir un rythme perpétuellement créateur, le rythme de son père, des insoumis, des poètes. Les autres, pensait-elle, des esclaves, ne maudissaient même pas la vie. Elle était l'âme errante. Elle imaginait que son père enfant s'était révolté contre ses compatriotes rétrogrades, intolérants, en pissant sur leur ville. Elle rêvait de répéter l'exploit de son père, submerger d'urine les palmes des martyrs, les rayons de l'art, l'orgueil des inventeurs, l'ardeur des pillards. Inonder quartiers, cités, saisons, châteaux, l'univers tout entier. Elle se vantait de posséder tous les paysages possibles. Elle voulait vivre en somnambule, même lorsqu'un policier la traquait. Elle pensait que, comme une meute de chiens, le monde la harcelait, mais mollement. Elle disait, il n'y a plus de brutes, mais des toutous. L'univers n'a plus d'âge. Elle voyait l'humanité avancer gentiment, tenue en laisse, pour persécuter les indomptables. Elle se disait, je ne suis pas née pour devenir squelette. Lorsqu'elle dormait dans la rue, elle continuait à voir ce que l'on ne voit pas. C'était le temps des sommeils pour les sujets d'un roi de Babylone. Elle se souvenait de Hong, le réfugié, qui jouait avec elle dans l'alcôve de son enfance. Elle pensait qu'il était, comme elle, dans la cité, damné par l'arc-en-ciel. Cet étranger, ce marginal, lui aussi était convaincu que là où il n'habitait pas se trouvait le bonheur. Comme la réalité s'était toujours couchée à ses pieds, tel un chien fourbe, elle s'allongeait sur l'asphalte pour se choisir entre les naufragés. Elle tenait si peu, mais si merveilleusement à la vie, qu'elle refusait d'écouter Saïs, lorsque celle-ci évoquait une fatalité du bonheur. Elle préférait lire en rêvant d'amour sauvage et d'univers fantastique, plutôt que d'écouter Saïs parler de son père. Elle se séchait à l'air du crime et, couchée dans la rue, jouait de bons tours à la folie. Elle s'évadait pendant que Saïs racontait des légendes sur son père, où il faisait du théâtre avec des reines. Et lui, il s'est habillé en tant que... Don Juan. Non,
Cameriere. Ah oui? Oui, gallonato. Ah oui? Oui. Étendue sur les trottoirs, elle sentait que le repos lui manquait et qu'elle en avait besoin plus que les autres, comme si son corps en consommait une quantité supplémentaire pour des raisons secrètes. C'est comme si... Saïs croyait que son père se mirait dans le héros qu'il voulait Devant devenir. un miroir, donc l'un se reflète dans l'autre, d'une certaine façon. Elle se voyait cernée, assiégée par la ville en tumulte, monstre rouge aux tentacules humains qui bondissaient sur elle. Avec Saïs, sur son lit, elle bondissait de bien différentes manières. Elle n'alourdissait pas ses pensées du poids de ses souliers. L'enfer n'était pour elle qu'un vide sensible, une terre brûlée. Elle voulait transformer le monstre, la ville, en un vaste corps amoureux. La femme du policier était fascinée par elle, la meurtrière. Elle ne craint pas, disait-elle, le châtiment. Elle a tué de jour. Elle n'a pas besoin des ténèbres. Elle ne croit pas à la vie. Elle ignore que l'amour, l'admiration existent. Je voudrais le lui dire. Elle doit avoir un regard filtrant de visionnaire. Elle menaçait le policier en lui disant « Je suis couchée, lépreuse, sur des pots cassés, des orties, au pied d'un mur rongé par la haine. Si vous continuez à me harceler, je tuerai votre femme. » Le policier ne supportait pas de voir sa femme admirer la meurtrière et n'admettait pas ses reproches sur sa vulgarité et son enquête. Il la traitait de snob lorsqu'avec la ferveur du néophyte, elle lui hurlait qu'elle comprenait confusément ce que ressentait la meurtrière face à l'amour et à la mort. Abélard lui disait « Tu erres sans but aucun, si frêle que tu te poses à peine en marchant. Cette légèreté est un mélange de liberté et de ferveur. Mais le temps est taquin parce qu'il faut que toute chose arrive à son heure. La rue est un champ d'expérience à portée d'interrogation si tu t'élances vers une grande chimère. » Les écrits des poètes que sa femme aimait tant semblaient aux policiers morbides. Il disait « Ces phrases absurdes contredisent la morale. » La femme du policier voulait jeter l'effroi chez les bégueules pour imiter la meurtrière. Elle voulait se livrer avec son mari à des cérémonies sadiques et le changer en esclave voluptueux en lui passant une ceinture autour du cou. Excédée par son scepticisme, elle lui criait « Tu n'as dans les veines que du sang de navet le plus insipide. » Abélard lui confiait « J'apprécie sans vertige l'étendue de ton innocence. Tu es hors du monde, tu peux la tuer comme une carpe. » Elle aussi, comme Phyllis, s'était laissée envoûter. Et comme hypnotisée, elle assistait à sa mise à mort. Abélard insinuait que Dieu était devenu fou et qu'il fallait en profiter.
La police commentait les crimes avec pondération. Certains vont jusqu'à défendre la thèse que la meurtrière serait une folle souffrant d'un délire d'interprétation poétique. Pour nous, policiers, il s'agit d'une dangereuse criminelle qui a tué sauvagement d'honnêtes citoyens. Nous croyons qu'elle est perverse et tout à fait capable, après chaque crime, de contempler la nuit étoilée ou de rêver. À vrai dire, prise d'une soif de provocation irrésistible, elle montrait à des inconnus l'arme de ses crimes. Et en jouant la vulgaire héroïne de faits divers, elle leur disait « Avec ce couteau, je vais tuer mon amant ». Pour les joueurs d'échecs, sa présence dans les tournois semblait justifiée. L'ex-champion, César Tian, prétendait qu'elle était traumatisée depuis l'exécution de son père qui avait disputé des compétitions échiquéennes. Elle venait peut-être pour retrouver sa trace, peut-être pour s'enfermer dans son image. Personne ne s'offusquait de la voir avec un lapin et un couteau. Une fois, elle avait défié Dieu et voulu lui donner l'avantage d'un fou. Morning, gara, morning, gara. Ya kokondeke, yeswandeke, gara. Yamletandeke, nostangara. Ya morning, gara. Il lui prenait des envies de courir, habité par un désir de renouvellement total. Elle voulait faire éclater la cité et bondir dans l'inouï. Pour les gens ordinaires, comme le jeune homme à la casquette rouge, il fallait la coffrer, parce qu'elle était timbrée. Cependant, le professeur de psychologie Guillaume Couffignal déclarait « Certains s'obstinent à dire que la meurtrière est une diablesse protégée par Satan. Nous sommes en pleine magie, en plein charlatanisme. Pour d'autres, obnubilée par la poésie, c'est une visionnaire. Un moraliste a écrit qu'elle est traumatisée. Il affirme qu'il ne reste d'elle que l'apparence. Donc elle ne serait qu'une pure entité qui tue cependant. » Un chauffeur de taxi commentait sans agressivité les faits qui indignaient tant ses collègues. J'en ai trop vu dans ma profession. Je ne perds pas mon sang-froid, mais à vrai dire, je ne comprends pas pourquoi elle fascine les gens. C'est une louve affamée de victimes. Il faut gentiment l'asseoir sur une chaise électrique, dernier modèle. Il ne faut pas oublier qu'elle tue avec un tranche-lard. La romancière Vitalie Ancobert assurait pour sa part. Cette meurtrière me semble la réincarnation de Nadja de Breton, une Alice underground. Pour des jeunes mariés, la comparer à Alice au pays des merveilles était insensé. La battue soulignée, elle est lucide dans sa fragilité.
Même un clochard donnait sa version avec ironie. Il faut s'armer de bazooka. Cette fille est dangereuse. Elle croyait qu'on exige de nous d'enterrer notre imagination, nos ivresses, nos révoltes, et qu'aux rebelles, on extirpe la pierre de la folie en leur faisant un trou au front. Elle le voyait danser, prise de vertige. Je est un autre. Dansait-il avec elle? Dansait-elle à sa place? Il était comme un de ces esprits de l'air, prodigieusement schizophrène. Comme elle-même, on peut momentanément se les attacher, mais il ne saurait être question de les soumettre. Les yeux du danseur s'ouvraient sur un monde où les battements d'ailes de l'espoir se distinguaient à peine des bruits de la terreur. Sans cesser de s'écouler, le temps faisait une pause, comblé par lui-même. Elle écrivait toujours dans son cahier secret, dans son enfer, des phrases telles que « La fin de l'inaccessible s'empare de moi. J'imagine des fruits que personne n'a goûtés. Sommes-nous assez de damnés ici-bas? Mes dessous de raison sont finis. Une explosion éclaire mon abîme de temps en temps. L'orgie et la camaraderie me sont interdites. Les désemparés, les clochards la rejetaient, n'acceptaient pas les avantages des demeures qu'elle leur proposait, pourvues d'un confort idéal. Isabelle Cuivre criait son désespoir. Nous vivons en pleine décadence. La morale meurt. Le peu qui subsiste de charité et d'amour du prochain s'écroule sous les projecteurs des équipes de télévision. Elle imaginait son père enfant, traversant les désastres de la guerre, avec un tricycle dérisoire, enviant la félicité des bêtes. Elle regardait son image pour essayer de trouver ces deux moi qui voguaient, indisciplinés, hors de sa volonté. Un jour, prévoyait-elle, je hurlerai comme les louves. Je serai un abject lycanthrope, un loup-garou femelle. Je ne serai heureuse que dans la dégradation et la violence. Lorsqu'elle s'approchait des miroirs, son visage était brisé par le dérèglement irrationnel de tous ses sens. Mais elle criait « Vive le désordre !»
Elle regrettait le temps de son enfance, où elle et son ami réfugié usaient de mots païens et croyaient à tous les enchantements. Avec un Toby différent, différents cliffs? Non, jamais. Eh bien, il faut que nous allions tous au Cambodge, au lieu d'aller en Amazonie retrouver le chef cheval fou. La fronde et la frénésie étaient les trésors en qui elle avait mis toutes ses complaisances. Et pourtant, son fidèle confident était son lapin, qui ne se repaissait ni d'opprobre ni d'exaltation. Dans le vacarme de la ville, accompagnée de son lapin, elle pénétrait dans un silence dense et menaçant qui finirait par remplir et asphyxier tout l'univers. Élevé à la catégorie d'être humain, son lapin parfois subissait des simulacres de mise à mort. Elle croyait qu'elle aurait pu sauver son père enfant en le conduisant sur une charrette vers la guérison de ses poumons tuberculeux et en l'élevant vers le firmament. Tous deux ensemble, ils auraient vécu, pensait-elle, infiniment somnambules. C'est que notre tasserie. Elle mimait avec Isambard ce voyage initiatique au bord du vertige ou de l'écœurement. Avec son lapin, elle allait chez Alice et son pays des merveilles. Elle se laissait abuser par d'aimables et fabuleuses images. Isambard lisait des passages de son carnet secret. Dans un grenier où l'on m'avait enfermé à 12 ans, j'ai connu le monde, j'ai illustré la comédie humaine, j'ai appris l'histoire dans un cellier. Je suis réellement d'outre-tombe, je n'ai pas de compassion. Elle voulait escalader les monuments guerriers, humer les uniformes militaires des hommes qui avaient condamné à mort son père, qui avaient transformé son paysage en ferraille et les êtres en bétail de misère. Charlure, Charlure, elle est poupée, Kakesousen, Kakesousen, Dimpe dampe dumpe dim, Dimpe dampe dim.
Elle voyait son père comme un oiseau en liberté, séduisant toutes les vierges folles. Il envoûtait par ses danses, par ses délicatesses mystérieuses, entouré d'enfants aux yeux bandés de noir, qui portaient des arbres nains au creux de leurs mains. Elle imaginait le carnaval que son père avait connu pendant l'enterrement de la sardine. Il allait, les poings dans ses poches crevées, féal de la danse. Son auberge était au firmament et ses étoiles avaient un doux frou-frou. Isambard ne voulait pas s'asseoir au bord des routes. Enfermé dans sa voiture, cage de petit veuf, son esprit ne volait pas. Dans le cimetière des voitures, Isambard n'avait pas compris que son dernier verre était une tasse de café. Ah, pensait-elle, que le temps vienne où les cœurs s'éprennent. Mais il lui proposait de faire du tourisme dans un aéroplane lourd comme une tombe. Elle préférait ne parler de sa déception qu'à son lapin. Elle voulait voir Isambard usé par l'aventure, lié à son char de fortune, mais lui s'enlisait dans l'anodin. ndakumbuye rubinga twagendanye zitagenzanya ayitwa bararuhinga n'umugenzi nifuza ndamukunda iminsi yose kira 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 sebirenze urwamo imbango kira 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 sendasimbwa n'umwibutsa nawe. You must kill this man like a fish. ingene ivugira wambaye inka niwe ngombuye nakumbuye murumbo nanjye niba yateretse imbizi yananiye ngo abandi bahungu ndamuzi ni Filipo buziya nzomuyagaze nzomuheba akira yatwari bukuru kirase mwana wa mama tugendana kandi mbere tugendana tutagenzanya kiratwigire iwacu ruguru hariya umuhanda y'indicwa
Son ami Arthur supposait que l'art avec lequel elle se dirigeait dans les rues et qui ne se fondait que sur la plus pure intuition tenait du prodige. Chaque émotion la ramenait au berceau du monde et à un état d'enfance commun à l'homme et à l'univers. Elle notait sur le dos d'Arthur: j'écris des silences, des nuits, je fixe l'inexprimable, je détache ces quelques répugnants feuillets de mon carnet de damnés. Arthur l'accompagnait dans son exploration de l'inconnu. L'ethnologue Nicolas Aden observait leur comportement et en déduisait qu'ils ne connaissaient rien à l'amour. Ils s'embrassaient, si l'on peut dire, en se touchant le nez. Curieusement, elle l'appelait vierge folle et lui semblait accepter toutes ses fantaisies. Ils se demandaient tous deux si l'amour n'était qu'une allégorie du temps, de la mort. Ils ne savaient pas ce qu'est le plaisir ni la raison d'être d'un préservatif. Elle imaginait son ami d'enfance, le réfugié Hong, courant sur les quais de son pays. Lui, comme elle, plus tard, se heurtant à l'obstacle de la réalité dont il n'avait pas une idée très précise. Elle croyait que les clochards, les miséreux, les vagabonds, les gueux, les déshérités, les faméliques, les loqueteux, les traits de misère, gonflés de torpeur enivrante, descendaient comme elle dormir à reculons. Elle pensait que son père, une fois fusillé, aurait pu être porté par un innocent sur une brouette au long des routes sages. Elle aussi aurait pu le faire, dans le sens contraire à la marche, à l'ordre, aux gendarmes. L'innocent l'aurait conduit par-delà l'horizon en poussant sa brouette et en la plongeant dans la mer jusqu'à émerger sur la plage. « Oh, que ma quille éclate, disait-elle, remplie d'espoir. Oh, que j'aille à la mer. » Son ami aveugle voulait désespérément qu'elle aime Dieu et la ramenait ainsi à une conception religieuse de la vie. Elle préférait lui voler les lunettes qu'il lui offrait, au lieu d'écouter ses divins babillages. En dépit de ses célestes interdictions, elle le faisait se heurter aux obstacles dans la rue, le traitant ainsi en voyant. Mais il ne comprenait pas cet hommage, tandis qu'elle riait, lui, le pardon glacé, la maudissait avec des mysticités grotesques.
Pour le sculpteur Abyssini, elle était impénétrable. Dieu ne pouvait faire neiger sur son front les bénitiers. Plus légère qu'un bouchon, elle dansait sur les flots dans ses rêveries. Et elle imaginait de chastes poètes nus, déployant leur corolle. It's because of myself, and because of you, and because of the entire world. Now, this is the plan of God. Someone had to pay the penalty of sin. You understand? And have fellowship with God. Someone had to pay the bill of sin. Elle se traînait dans les ruelles puantes parmi les fanatiques de Dieu et ses prédicateurs, féroces infirmes de retour des pays chauds. Au milieu d'eux, elle se sentait oisive et brutale, et elle croyait que son ami aveugle, avec son Dieu, vouait au monde les dégoûts qu'on éprouve pour les traîtres. This is how we're going to prove that Christ only died for one nation, and that was the nation of Israel. It was the only day I'd ever been beaten on my birthday. My mother had instructed me to take olive oil to the house. Nations must be drugged down there into the valley of Jehoshaphat. That's in the Middle East. Okay? Until all nations are brought down there, according to the Bible also, Russia's going to get involved into it. So they're going to go from what we're trying to get peace and who they are, wake them up. Because America's going to be destroyed according to Bible prophecy by Russia. Frôlée par la chair de ce Dieu aux funèbres rumeurs, sa chair et son cœur fourmillaient du baiser putride de l'idole. La fanfare atroce et divine de son ami aveugle ne la faisait pas trébucher. Elle pensait qu'il n'était pas digne de vivre. You must kill this man like a fish. Elle s'imaginait petite fille avec son père enfant, témoins tous deux des jeux brutaux de leurs camarades. Soûls, fous et livides, leur cerveau assoupi reproduisait les délires et les tortures ancestrales venues du fond des âges. Elle croyait que son père avait mis le feu à sa ville impure
et elle voulait répéter son geste. Elle imaginait qu'elle pouvait faire de l'infamie une gloire, de la cruauté un charme, du brasier une purification. Arthur et elle se promenaient parmi les fumerolles de la ville, les vapeurs des abîmes, les fumées de l'enfer. Et ils avaient de plus en plus faim de bonté. Ils se voyaient comme deux bons enfants, libres de parcourir un paradis de tristesse, de chasser dans les déserts et de dormir sur les pavés, sans soin et sans peine. Croyant à tous les enchantements, elle mimait une cérémonie de fiançailles. Mais bien sûr, il n'était pas question de se montrer naturelle. Elle s'interrogeait, pourrait-elle être sauvée si elle devenait moins sauvage? Elle se demandait si l'amour n'était que violence, et elle imaginait son père enfant séduit par sa tante. Elle était convaincue que le désir de son père se manifestait d'une façon exceptionnelle. Ce désir stimulait les tensions, déséquilibrait la physiologie, transformait la circulation du sang et accomplissait des exploits à tâtons dans la gueule du crépuscule. Pour elle, un couple faisant l'amour, c'était deux ouvriers charmants, sujets d'un prince de Babylone, mais protégés par des masques à gaz. Tout en jouant de ses instruments, Abélard lui répétait « Le poème est un coquillage où vibre toute la musique du monde. » Le compositeur Apollinaire disait qu'elle était une innocente infernale, un fulgurant météore étranger à ce monde, est venu on ne sait d'où. Il croyait qu'elle se demandait à qui me louer, quelle bête faut-il adorer, quelle image attaquer, quel cœur briser, quel mensonge proférer, dans quel sang marcher. Pour elle, son père était plus héroïque que le Quichotte, plus révolté que le poète. Elle flairait toujours sa mort en parcourant la ville. Elle voulait, comme son père, ne faire partie d'aucun troupeau. L'architecte Pascal Piat expliquait qu'elle était si originale que rien ne pouvait la faire changer. Car dans la Bible, il est écrit « Même si tu pilais le fou dans un mortier, comme on broie le grain avec le pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. » Pour l'astrophysicien Frédéric Verlaine, elle restait toujours égale à elle-même. Ses jours étaient légers et le repentir lui était épargné. Elle avait une âme de gamine livrée aux répugnances. Le mathématicien Charleville croyait que la grandeur de l'esprit pouvait justifier les crimes et même réconcilier la meurtrière avec elle-même. Elle avait pris la poésie au pied de la lettre, disait-il, mais elle ne savait pas qu'on ne pouvait mesurer la vie à l'aune de l'idéal,
Comme elle s'était insurgée contre cette évidence, elle était devenue une délinquante ou une folle pour les autres. Le philologue Charlie Cros estimait qu'elle aurait tellement aimé pénétrer dans le cœur de son père, cet inconnu qu'elle avait rehaussé de tous les dons. Elle voulait, pour être digne de sa légende, atteindre l'émancipation absolue. Il désirait, drapeau au vent, créer toutes les fêtes, inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues. Elle voulait voir les choses parvenir à s'exalter et à prendre leur vol. Elle rêvait de bondir, sautillant sur les toits des gratte-ciel. Elle imaginait que tous deux se cachaient loin du monde et allaient ainsi, anonymes, vers la sagesse première et éternelle. Ils ne seraient jamais dévaincus. Elle contemplait son autre moi, emmailloté de blanc, et mystérieusement elle voyait que sur sa momie, quelqu'un avait écrit le mot « amour », à moins que ce ne fût elle-même. Amour, songeait-elle, et liberté couleur de femme.